Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce mercredi 31 août. Paix au Mali, l'accord d'Alger une nouvelle fois salué au Conseil de sécurité, sommant quiconque l'entraverait au lendemain de l'engagement pris par le MNLA en vue de fusionner tous les groupes armés en faveur de l'Union. L'Europe de nouveau sans gaz russe à partir de ce mercredi pour cause de maintenance du gazoduc Nord Stream 1, provoquant une hausse très importante des prix du gaz sur le vieux continent. Disparition du dernier président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, prix Nobel de la paix. Il aura été à l'origine du bouleversement de la Russie et de la géopolitique mondiale. Et puis le Pakistan entre deuil et reconstruction après des pluies de mousson incessantes ayant submergé un tiers du pays, faisant au moins 1160 victimes depuis juin. Bonsoir à tous. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger en 2015, plus que jamais d'actualité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient, dans une résolution adoptée à l'unanimité, de saluer le rôle joué par l'Algérie pour aider les parties maliennes à mettre en œuvre cet accord. Le Conseil de sécurité a aussi souligné la nécessité d'un engagement accru des membres de l'équipe de médiation internationale pour sa mise en œuvre. Les membres du Conseil ont notamment apporté leur plein soutien, le plein soutien du Conseil de sécurité à cet accord et à suivre de près sa mise en œuvre et si nécessaire à prendre des mesures contre quiconque entraverait la mise en œuvre des engagements qui y sont contenus pour la réalisation de ces objectifs. Et pour évoquer l'avenir politique justement du Mali, est avec nous le journaliste malien Massiré Diop. Bonsoir. Monsieur Diop, vous m'entendez ? Très bien, nous reviendrons dans un instant à Monsieur Diop. Dans l'actualité également, et toujours concernant le Mali, le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, a, je vous le disais en titre, tenu un congrès extraordinaire en vertu duquel le bureau exécutif s'est engagé à fusionner tous les groupes armés ayant signé l'accord de 2015 à Alger. Une démarche qui pourrait relancer le processus de la réconciliation au Mali. Amin Touta. Après un congrès extraordinaire tenu à Kidal, dans le nord du Mali, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad a accepté de s'engager en faveur d'une fusion de tous les groupes armés ayant signé l'accord de 2015 à Alger. Le MNLA a mis en examen la question de la réorganisation interne et l'incorporation de tous les mouvements en une seule entité. Ces engagements mettent en œuvre le processus d'Alger et la situation sécuritaire et humanitaire dans la région. Dans son communiqué final, le bureau exécutif du mouvement indique entamer ce processus de fusion sur la base d'une feuille de route consensuelle, respectant les intérêts de la population d'Azawad et incluant toutes les forces partageant cet objectif. Le Congrès réaffirme le principe de fusion des mouvements de la CEMA en une seule entité politico-militaire, conformément aux résolutions de son congrès ordinaire du 28 novembre au 1er décembre 2019 et de la déclaration finale de la session ordinaire du bureau exécutif de la CEMA tenue les 16 et le 17 juillet 2022 à Kidal. Il engage le bureau exécutif du MNLA à entamer ce processus de fusion sur la base d'une feuille de route consensuelle respectant l'intérêt supérieur du peuple de l'Azawad en incluant toutes les forces vives partageant cet objectif. Par ailleurs, le Congrès a mis en évidence les efforts consentis par les Nations Unies, en l'occurrence la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Une étape de plus vers une réconciliation finale basée sur l'accord de paix d'Alger et des efforts d'une diplomatie algérienne crédible et fiable et approuvée par la communauté internationale. Comme je vous le disais, pour évoquer l'avenir politique du Mali, est avec nous le journaliste malien Massiré Diop. Bonsoir.
Bonsoir. Alors, tout d'abord, l'application de l'accord d'Alger signé en 2015 piétine. Jusque-là, malgré un consensus général, il est salué au Mali et dans les plus hautes instances internationales. Pourquoi son application est aussi compliquée? Bon, une partie de la réponse est apportée justement par le congrès extraordinaire tenu par le MNLA ces jours-ci à Kidal. Jusque-là, il y avait le problème qui se posait, c'est qu'il y avait beaucoup de mouvements qui se disent politico-militaires. Vous avez beaucoup d'entités qui existent. Vous avez la CEMA qui est composée du MNLA, du HCUA et du MAA. Vous avez aussi la plateforme qui est composée d'autres mouvements. Vous avez maintenant ce qu'ils appellent un peu un mouvement de l'inclusivité. Donc c'était difficile. Au lieu d'avoir un interlocuteur, l'État avait plusieurs autres interlocuteurs. Donc l'accord aussi était difficile à mettre en œuvre vu le contexte politique dans lequel le Mali se trouve actuellement. Vous savez qu'il y a une transition et avec la transition, il y a beaucoup d'autres priorités. Donc ça fait que l'accord perd un peu de la place qu'il occupait. Ensuite, troisième élément, c'est que le contexte a beaucoup évolué de 2015 à maintenant. Justement, Le il y a une nouvelle terrorisme a donne. avancé. Oui. Voilà, le terrorisme a pris beaucoup d'allure. Donc, le contexte a vraiment évolué et l'accord même a besoin d'être adapté par rapport au nouveau contexte. Donc, voilà un peu ce qui apporte, Justement, des éléments qui Monsieur Diop, vous avez évoqué le MNLA, ce mouvement, l'un des plus importants groupes armés au Mali, aspire justement à présent à l'unité. Pensez-vous qu'il puisse aller jusqu'au bout de son engagement, celui d'un Mali uni, notamment après le départ des troupes françaises? Oui, je pense que maintenant, en tout cas, le terrain est balisé. Le terrain est balisé. Ces groupes ont tous réaffirmé un à un, je veux dire, en tout cas pour ce qui concerne la CEMA, ils ont tous affirmé la volonté de créer une seule entité commune à tous les autres mouvements et puis aussi une seule entité avec qui l'État pourrait parler. Moi, je pense que c'est une base par laquelle l'État devrait passer pour engager vraiment une mise en œuvre accélérée du processus. Parce qu'au lieu d'avoir plusieurs interlocuteurs... Pensez-vous que ce processus a été accéléré par le départ des troupes étrangères, notamment françaises? Bon, je ne dirais pas que le processus a été accéléré par cela, mais il y avait déjà des dispositions qui avaient commencé. Vous avez ce qu'ils appellent le DDR, le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion, qui a déjà fait plus d'un millier d'ex-combattants qui ont déjà intégré l'armée. C'est vrai qu'il s'était engagé à faire 26 000. À intégrer 26 000 combattants. Donc le processus était déjà amorcé. Maintenant, il y a eu des blocages avec le contexte, comme je vous le disais, sociopolitique, le contexte également sécuritaire. Donc tout cela a fait un peu de blocage. Très bien. Dernière question, Monsieur Diop. Saluons l'accord d'Alger. Les membres du Conseil de sécurité ont notamment convenu, si nécessaire, de prendre des mesures contre quiconque entraverait sa mise en œuvre. Il s'agit là d'un message fort. Qui vise-t-il, à votre avis? Il y a ce qu'ils appellent déjà le comité de sanctions, le comité de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU qui a déjà prorogé le régime de sanctions. Ça, c'était hier, hier lundi, le régime de sanctions contre les auteurs du blocage du processus a été renouvelé. Il y a déjà 8 personnes qui sont déjà sanctionnées. Il y a déjà 8 personnes qui sont essentiellement des mouvements. Mais aux dernières nouvelles, le Conseil de sécurité compte élargir un peu parce que selon lui, il y aurait aussi des membres du gouvernement, de l'administration qui sont aussi auteurs de ces blocages. Donc ces sanctions visent tout le monde, tout le monde. Mais pour le moment, il y a 8 personnes qui sont essentiellement des mouvements qui sont déjà sous sanctions onusiennes. Très bien. Massiré
Djibril Diop, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste malien. Dans l'actualité également, situation tendue en Libye. La secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires politiques, Rosemary Di Carlo, s'est inquiétée devant le Conseil de sécurité de possibles nouvelles violences en Libye, où aucun progrès n'a été fait vers la tenue d'élections. Pour sa part, la Chine a appelé les partis en Libye à faire preuve d'un maximum de retenue et à résoudre leurs différends par la négociation, se disant profondément préoccupés par les récents affrontements dans la capitale Tripoli. L'actualité en Afrique, c'est aussi l'installation au Tchad du Présidium du dialogue national inclusif et souverain. Les membres de l'organe chargé de diriger les débats ont été choisis depuis dimanche dernier, mais à la suite de plusieurs contestations dans leur mode de désignation des participants ont décidé de ne plus se rendre aux assises, estimant que les différentes sensibilités politiques et corporations n'y sont pas suffisamment représentées. Pour y remédier, le président du Présidium, Gali Ngote Gata, a proposé la création immédiate d'une commission ad hoc dont le rôle sera de recueillir les mécontents durant le dialogue. Solidarité, l'Algérie a acheminé hier des aides humanitaires vers la Mauritanie, pays frère, suite aux récentes inondations survenues dans certaines régions de ce pays. Ces aides humanitaires ont été chargées à bord de 2 avions militaires relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire. Nous sommes aux côtés du peuple mauritanien frère pour atténuer l'impact des conséquences des inondations subies par la Mauritanie. Et sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie fait don de générateurs électriques, de pompes d'aspiration d'eau, de denrées alimentaires de large consommation et de tentes. Je tiens à remercier l'Algérie pour ce don généreux. Au nom du gouvernement et du peuple mauritanien, nous soulignons que l'Algérie nous a habitués à ces positions de solidarité et de soutien à chaque moment difficile traversé par la Mauritanie. Cela prouve que les 2 pays partagent une véritable amitié et fraternité. Parlons à présent du conflit autour du grand barrage de la Renaissance. L'Éthiopie s'est déclarée prête à négocier avec le Soudan et l'Égypte sous les auspices de l'Union africaine, affirmant privilégier le dialogue et les négociations, et ce après l'achèvement réussi de la 3e phase du remplissage du barrage. Au Maroc, à présent, les actions de protestation et les grèves annoncées dans différents cycles de l'enseignement sur fond d'indifférence du Marzen, dont le gouvernement continue d'adopter la politique de la sourde oreille face aux revendications légitimes des professionnels du secteur, menacent la rentrée scolaire et universitaire. Ainsi, les enseignants contractuels menacent de recourir à de nouvelles actions de protestation au moment où le syndicat marocain de l'enseignement supérieur menace de boycotter la rentrée universitaire en raison de l'absence d'une loi cadre spécifique. Dans le dossier du nucléaire iranien, présent, le président iranien Ebrahim Raïssi a durci le ton face aux États-Unis et aux pays européens ces dernières heures, et il a réaffirmé les conditions indispensables de l'Iran pour faire revivre l'accord nucléaire. Il a notamment insisté sur la levée des sanctions de manière durable, la vérification sur leur levée et des garanties pour créer la confiance. Les combats s'intensifient en Ukraine. Les forces ukrainiennes ont lancé une vaste contre-offensive destinée à reprendre le contrôle de la ville de Kherson et de sa région dans le sud du pays, contrôlée par les troupes russes depuis le début de l'offensive. Une bataille qui s'annonce toutefois longue et difficile pour Kiev.
Et pendant ce temps, la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique arrivée dans la ville de Zaporizhia, dans le sud de l'Ukraine, à proximité de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Le chef de l'AIEA, Raphaël aussi, déclarant que la mission prendrait quelques jours, mais que si une présence continue est établie, elle serait prolongée. Je vous en parlais en titre, 3 jours sans gaz russe. Le continent européen est en alerte après une suspension des livraisons via le gazoduc Nord Stream 1. Ce mercredi, le robinet russe se ferme une nouvelle fois pour des raisons techniques, provoquant une hausse très importante des prix du gaz sur le vieux continent. Mohamed Wali Ben Shaban. Le géant russe de l'énergie Gazprom a annoncé ce matin avoir arrêté les livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1. Dans les faits, il s'agit d'une interruption de 3 jours pour des travaux de maintenance sur une station de compression de gaz. Pour se défendre, l'énergéticien russe signale que les travaux de maintenance sont programmés jusqu'à samedi prochain et doivent être effectués toutes les 1000 heures. Les observateurs du marché énergétique prédisent que cette suspension pourrait s'éterniser. Le flux de gaz est tombé à zéro aux premières heures de la matinée d'aujourd'hui. Selon les données mises en ligne par le réseau européen de transport de gaz et par le site de la société Nord Stream, Gazprom a réduit de 80% les quantités livrées par Nord Stream au fil des derniers mois. Aux craintes de pénurie énergétique s'ajoute un nouveau bond des prix de l'électricité qui ont atteint ces derniers jours des sommets risquant de faire flamber les factures des consommateurs européens. Pour faire face au risque d'une crise énergétique majeure cet hiver et réduire sa consommation en gaz russe, l'Allemagne se démène depuis plusieurs mois pour trouver des alternatives au gaz russe, dont elle est particulièrement dépendante. Dans le même temps, l'industrie allemande a consommé en juillet 21,3% de gaz en moins par rapport à la moyenne des mêmes mois entre 2018 et 2022. Et autre conséquence du conflit russo-ukrainien, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé ce mercredi de suspendre un accord Union européenne-Russie facilitant l'octroi de visas aux ressortissants russes. Cependant, plusieurs pays membres ne veulent pas aller plus loin que cela. Une position symptomatique des divisions existantes entre les 27 au sujet de la Russie, car les intérêts des uns et des autres ne s'accordent pas forcément. Kherdin Batash. L'interdiction de visa aux ressortissants russes, nouveau terrain de division au sein de l'Union européenne. Le Conseil informel des ministres européens des Affaires étrangères, réuni à Prague cette semaine, s'est en effet emparé du dossier. L'UE annonce l'annulation de son accord de facilitation de l'octroi de visa avec la Russie, mais c'est sans compter sur les voix dissonantes qui existent parmi les 27 et qui se font entendre de plus en plus. Si les pays de l'Europe de l'Est sont favorables à une fermeture de l'espace européen aux ressortissants venant de l'outre-Oural, la France et l'Allemagne affichent quelques réticences car les deux pays abritent une importante diaspora russe. Conclusion, lorsqu'il s'agit de l'intérêt propre de chaque pays ou nation, les vieux réflexes du repli sur soi ressurgissent et prennent le pas sur les valeurs d'union, de fédération et d'intégration, fondations sur lesquelles le système européen a été bâti, notamment lorsque ces divergences secouent l'un des murs porteurs de la construction européenne, le couple franco-allemand. La politique énergétique de Bruxelles n'a jamais été aussi remise en cause que depuis le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine. Entre désir affiché d'émancipation et réalité économique, des pays comme le Portugal, la Grèce ou encore la Hongrie naviguent à contre-courant. Budapest s'est en effet clairement opposée au plan européen de réduction des approvisionnements russes en gaz. Pire, elle en reçoit davantage depuis quelques jours. Face à l'urgence énergétique et la pression du plan de boycott anti-russe, Berlin et Paris sont d'accord sur le principe. Quelques signes de mésentente apparaissent néanmoins,
notamment dans le dossier de relance des interconnexions relatives au projet de gazoduc MidCat, soutenu par l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal, mais auquel la France s'oppose actuellement. Sur le plan politique, ce chambardement géostratégique opéré par la Russie dans les entrailles de l'Union européenne risque à terme, selon les observateurs, de révéler au grand jour les failles du système européen. Un système à court d'arguments depuis que la Grande-Bretagne a claqué la porte, faisant le lit des théories nationalistes prônées par les partis d'extrême droite, réclamant depuis quelques années déjà la fin de la communauté supranationale et le retour en force de l'identité nationale. Et je vous disais en titre, le dernier président de l'URSS n'est plus. Mikhail Gorbatchev s'est éteint hier, véritable acteur de la fin de l'Union soviétique. Il est à l'origine du bouleversement de la Russie et par la même occasion de la géopolitique mondiale. Prix Nobel de la paix, apprécié en Occident, un peu moins en Russie. Gorbatchev fait partie de ceux qui divisent. Safwan Bessabri. Celui qu'on appelait l'homme de la perestroïka n'est plus. Mikhail Gorbatchev, véritable témoin du XXe siècle, s'est éteint le 30 août 2022. Affectueusement appelé Gorby, il est né le 2 mars 1931 à Privolny. Sa famille est notamment victime des déplacements forcés orchestrés par Staline. Il est celui qui signe la fin de l'URSS, ce que Vladimir Poutine qualifiera de plus grande catastrophe du XXe siècle. Il est apprécié en Occident notamment pour avoir mis fin à la guerre froide, ce qui lui vaudra un prix Nobel de la paix, mais nul n'est prophète dans son pays. En Russie, il est tenu pour responsable de la déliquescence de la Russie dans les années 1990. En 1985, à son arrivée au pouvoir, il lance un vaste mouvement de réforme, la perestroïka. Soutenu par les libéraux, combattu par les conservateurs, il bouleverse l'économie russe qui peine à absorber ces changements. Ces réformes, jugées trop radicales, ont un effet dévastateur sur l'économie russe. Des queues se forment alors devant les magasins, les Russes subissent de plein fouet la pénurie provoquée par le changement de système. La chute de l'URSS a certes mis fin aux tensions permanentes de la guerre froide, mais elle a donné un sentiment d'humiliation en Russie, encore présent 30 ans plus tard. Fut un temps où l'ambassade des États-Unis à Moscou dictait au Kremlin les positions à prendre sur la scène internationale. La chute de l'URSS a donné naissance à un monde unipolaire, où la marge de manœuvre des pays non occidentaux fut drastiquement limitée, laissant un monde à la seule merci de Washington. Apprécié par certains, critiqué par d'autres, Gorbatchev reste un homme dont les actions ont eu un impact indélébile sur son époque. Et pour connaître un peu mieux ce personnage, est avec nous Dmitri Dekochko, journaliste spécialiste de la Russie et du monde russophone. Bonsoir. Bonsoir. Alors, toute première question, quel rôle pensez-vous que Mikhail Gorbatchev a-t-il joué dans le changement de l'architecture géopolitique mondiale ? Il a incontestablement joué un rôle. Il a sans doute joué un rôle parce que il a pu, disons qu'il a été pris en protection par un dirigeant soviétique beaucoup plus important que lui au départ, qui était Yuri Andropov, qui était un membre du bureau politique et qui a notamment chapeauté le KGB, donc le service de sécurité de l'URSS, et qu'il a choisi comme un jeune homme pouvant changer un peu les choses par rapport à l'espèce de gérontocratie que l'URSS connaissait avec le vieillissement de Brejnev, puis ses deux successeurs, dont Andropov, justement, qui n'a pas vécu bien vieux, j'ai oublié le nom du suivant, mais qui était aussi un Kakoshim total. Donc, quand Gorbatchev est arrivé, tout le monde s'est réjoui du fait que c'était enfin un secrétaire général du parti beaucoup plus jeune, avec une capacité à parler sans pâté, avec, semble-t-il, des propositions et des idées, notamment cette affaire de perestroïka. Et justement, 30 ans après cette affaire, quelles en sont les conséquences ? Quelles sont les conséquences de ces décisions lourdes qu'il a prises ? Alors disons qu'au début, c'était plutôt bien vu, puisque ça libéralisait quand même les choses, ça permettait aux gens de partir à l'étranger.
alors qu'avant ça, c'était très difficile d'arriver à avoir l'autorisation d'aller à l'étranger. Ça a évidemment libéré aussi la parole dans l'URSS même, puis en Russie, mais incontestablement, ça a aussi, il a été très franchement ou bien maladroit, ou bien, comme certains Russes le considèrent aujourd'hui, il a été un traître. Mais quelles sont les conséquences de ces décisions dans le monde dans lequel nous vivons actuellement? C'est que effectivement, il a évidemment mis fin, disons, au monde bipolaire, voilà. Mais sans parvenir à imposer un monde multipolaire. Très bien. Il s'est complètement fait rouler sur l'extension de l'OTAN, c'est-à-dire qu'en fait, il a évacué les troupes soviétiques d'Allemagne presque sans rien obtenir en échange, ou en tout cas très peu. Il a fait des bêtises à l'intérieur du pays. Très bien. Et par rapport aux différentes nationalités. Donc cela restera pour vous l'organisation économique. Oui, donc cela restera pour vous l'une des principales décisions qui sera par la suite qui aura de lourdes conséquences dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Donc je vous remercie Dmitri Dekochko d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste de la Russie et du monde russophone. Direction le Pakistan à présent, où les inondations ont littéralement plongé un tiers du pays sous les flots et causé des dégâts incommensurables. Le dernier bilan fait état de plus de 1160 morts. Le Pakistan lance avec les Nations Unies un plan d'urgence de 160 millions de dollars. Inès Lorayeb. 160 millions de dollars pour financer un plan d'urgence pour les 6 prochains mois. Un plan d'abord destiné à fournir des services de base aux 5 200 000 personnes les plus touchées par ces inondations catastrophiques. Rappelons que depuis le mois de juin, le Pakistan est frappé de plein fouet par des pluies diluviennes meurtrières. 33 millions de personnes en sont impactées. Près d'1 million de maisons ont été endommagées et plus de 700 000 têtes de bétail ont été perdues. Le plan se concentre sur 3 objectifs clés. Premièrement, fournir de quoi sauver des vies et des moyens de subsistance tels que des services de santé, de la nourriture, de l'eau potable et des abris, en complément de la réponse du gouvernement. Deuxièmement, prévoir une large épidémie de maladies transmissibles telles que le choléra et aider les jeunes enfants et leurs mères en matière de nutrition. Et troisièmement, veiller à ce que les personnes puissent accéder à l'aide et à la protection d'une manière à la fois sûre et digne, y compris dans les recherches de famille. Le Premier ministre a estimé qu'au moins 10 milliards de dollars seraient nécessaires pour réparer les dégâts et a rappelé que le pays faisait face à une crise économique sans précédent. Sous mon autorité, chaque centime d'aide internationale sera dépensé de façon transparente. Chaque centime ira à ceux qui en ont besoin, il n'y aura pas de gâchis. Les gouvernements vont aller et venir, mais ce cadre restera en place. Et l'un d'eux sera notre économie, qui sera soutenue en toutes circonstances par tous les gouvernements. L'ONU a déjà mobilisé 7 millions de dollars et 3 millions supplémentaires ont été débloqués par le Fonds d'intervention d'urgence des Nations Unies. Les États-Unis ont envoyé quant à eux une aide de 30 millions de dollars en nourriture, eau et kits d'hygiène. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés a distribué de l'aide dans les camps à hauteur de 1,5 million de dollars. La ministre du Changement climatique, Sherry Rehman, a rappelé que le Pakistan paye un très lourd prix alors qu'il produit moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le pays fait face à une situation alarmante qui risque de se répéter dans les prochaines années. Voilà, et ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et revoir d'autres programmes sur notre site internet ou à travers nos différentes plateformes et réseaux sociaux en scannant le QR code qui vient de s'afficher en bas de votre écran. Excellente soirée.